Nous sommes juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un climat où la recherche scientifique et l'innovation militaires américaines explosent. À ce moment-là, les États-Unis constatent la puissance des armes non conventionnelles et décident d'investir massivement dans des programmes de guerre biologique. À Fort Detrick, Wikipédia, qui se trouve dans l'État du Maryland, l'US Army Biological Warfare Laboratories conçoit et teste des agents pathogènes destinés à des applications offensives ou défensives. Les expériences menées au sein de ces laboratoires consistent à manipuler des bactéries, des virus et diverses toxines dans le but de comprendre leurs capacités destructrices, mais aussi leurs limites. Le contexte international est marqué par la rivalité naissante entre l'Est et l'Ouest, et les autorités américaines redoutent autant une attaque chimique ou biologique soviétique qu'elles espèrent en développer elles-mêmes pour garder une supériorité stratégique. Les mentalités se tournent vers la dissuasion, la peur d'être pris au dépourvu et la volonté de ne jamais se faire dépasser. Pour un pays comme les États-Unis, qui sort vainqueur de la guerre en 1945 avec une puissance militaire et économique encore jamais vue, l'idée d'explorer toutes les pistes pour garder son avance est considérée comme une priorité nationale. Dans le même temps, l'opinion publique, encore secouée par les destructions massives provoquées par la Seconde Guerre mondiale, ne soupçonne pas l'étendue de ces recherches. Le public américain est conscient que son pays développe des projets de défense, mais il ignore l'ampleur des essais qui se déroulent à Fort Detrick ou dans d'autres installations militaires spécialisées. Les chercheurs et les militaires qui y travaillent conservent une certaine discrétion, officialisant certaines recherches sous couvert de la légitime défense, tandis que d'autres, plus délicates, restent secrètes. Peu à peu, la guerre froide s'installe, alimentant la paranoïa dans la classe politique et les services de renseignement. L'Union soviétique, qui s'affirme comme une puissance nucléaire et idéologique, suscite des craintes intenses de la part des dirigeants américains. Ce contexte géopolitique nourrit une volonté d'avoir accès à des armes dites non conventionnelles. Les dirigeants de la CIA et certains officiers de l'armée estiment que, face à l'ennemi soviétique, tout avantage doit être exploité. Les armes biologiques et chimiques apparaissent comme une forme de dissuasion supplémentaire, potentiellement plus secrète et plus furtive que les bombes classiques. Les responsables s'imaginent déjà les multiples scénarios: contamination des réserves de nourriture ennemie, sabotage de récoltes, élimination ciblée de personnalités clés ou neutralisation discrète de troupes entières. Cette perspective séduit stratèges parce qu'elle leur permet de croire qu'il existe des moyens d'opérer dans l'ombre en causant des ravages difficiles à prouver et donc difficiles à sanctionner. Au niveau intérieur, les autorités invoquent la nécessité de se préparer à toute éventualité, justifiant ces développements par la crainte d'une attaque surprise. Des mémorandums militaires et des notes de la CIA mettent souvent l'accent sur l'importance de la surprise tactique, considérée comme déterminante en cas de conflit global ou d'affrontement indirect avec l'URSS. Au début des années 1950, un rapprochement s'opère entre les services clandestins de la CIA, notamment le Technical Services Staff, aussi appelé Technical Services Division, TSS, et la Special Operations Division, SOD, du Chemical Corps de l'US Army, elle-même basée à Fort Detrick, Wikipédia. Cette Special Operations Division regroupe des experts du développement chimique et biologique qui bénéficient déjà d'installations bien équipées. Ils disposent de laboratoires, d'espaces sécurisés et de stocks de pathogènes étudiés depuis la fin de la guerre. Les agents de la CIA, de leur côté, ont besoin d'un accès discret et officiel à ces ressources sans pour autant attirer l'attention sur leurs propres opérations clandestines. Les deux entités y trouvent donc leur compte. La CIA obtient un partenaire militaire pour manipuler et stocker des agents toxiques, et l'armée peut justifier son budget de recherche par un volet sécuritaire jugé essentiel. Cette collaboration est formalisée au début des années 1950 à travers une charte qui précise que le Chemical Corps et sa Special Operations Division fourniront un soutien matériel et logistique à la CIA dans le domaine biologique et chimique. Wikipédia. Dans ce document, on mentionne la répartition des tâches. Fort Detrick s'occupe de la production, du conditionnement et du stockage des substances, tandis que la CIA se charge de les utiliser sur le terrain dans le cadre d'opérations clandestines. La raison officielle avancée vise la défense nationale, mais la nature confidentielle de ces programmes fait qu'une très petite poignée de personnes connaît réellement les tenants et aboutissants de ce partenariat. Rapidement, on commence à parler d'un nom de code spécifique,
MK Naomi. Ce projet s'inscrit dans la continuité d'autres programmes de recherche initiés sous des sigles comme Bluebird, MK Ultra ou MK Delta, Wikipédia. Alors que MK Ultra se concentre surtout sur la manipulation mentale, la recherche d'agents psychotropes et différentes techniques de contrôle scientifique de l'esprit, MK Naomi se focalise davantage sur l'arsenal biologique et chimique, donc sur des méthodes plus concrètes. Certains voient MK Naomi comme la déclinaison matérielle d'une vaste stratégie. Si le contrôle mental et la subversion psychologique représentent une arme, invisible, visant le cerveau, les toxines et agents pathogènes représentent un moyen tout aussi discret, mais dirigé vers le corps. Dans les rapports internes, le programme MK Naomi est souvent présenté comme un complément indispensable. Les agents sur le terrain disposent non seulement d'outils pour influencer l'esprit, mais aussi de substances pouvant neutraliser une cible de façon définitive ou temporaire, toujours dans la plus grande discrétion. Le plan repose sur une série d'objectifs, certains déclarés et d'autres cachés. Officiellement, la CIA souhaite disposer d'un ensemble de toxines et d'agents biologiques ayant pour but de neutraliser une menace. Les militaires utilisent le terme « incapacitant » pour décrire des substances qui n'entraîneraient pas forcément la mort, mais qui seraient assez puissantes pour empêcher un individu ou un groupe de se défendre ou de réagir. On y inclut également des composés létaux qui, s'ils sont dosés précisément, permettent de provoquer un décès sans laisser de marques évidentes. L'éventail des produits va des toxines animales, comme le venin de cobra ou la saxitoxine provenant de coquillages, à des pathogènes potentiellement dévastateurs comme la variole, l'anthrax ou diverses formes d'encéphalite. Wikipédia. Dans la théorie, la CIA justifie cela en expliquant qu'en cas de conflit, la capacité de riposte doit être totale, aussi bien psychologique que biologique. Cependant, en coulisses, le but réel du projet est de pouvoir mener des actions clandestines extrêmement ciblées. Il s'agit par exemple d'assassiner un dirigeant ennemi en faisant passer sa mort pour naturelle, de contaminer des récoltes sans que personne ne puisse remonter à l'origine de l'attaque, ou encore d'éliminer discrètement du bétail pour affaiblir l'ennemi sur le plan économique. Wikipédia. Ce degré de furtivité exige une logistique spécifique. Il faut pouvoir stocker les agents dans des endroits protégés, vérifier régulièrement leur qualité, puis les acheminer rapidement là où l'opération se déroule. Les ambassades américaines à l'étranger, parfois utilisées comme couverture, figurent parmi les points de livraison possibles, de même que certaines stations de la CIA implantées sur différents continents. Wikipédia. Les responsables cherchent à élaborer un réseau d'acheminement sûr, tout en limitant la connaissance de ce programme à un cercle restreint de personnes. Le succès de ce dispositif logistique repose sur le cloisonnement. Chaque acteur connaît seulement une partie de la procédure, ce qui empêche la divulgation accidentelle de l'ensemble du projet. Plusieurs individus se retrouvent parmi les personnalités essentielles de MK Naomi. Sidney Gottlieb, qui est déjà célèbre pour son rôle dans MK Ultra, devient l'un des maîtres d'œuvre de la branche chimique et biologique de la CIA. Wikipédia. Chimiste de formation, cet homme jouit d'une grande confiance au sein de l'agence, car il est perçu comme quelqu'un qui sait à la fois superviser la recherche en laboratoire et imaginer des applications concrètes sur le terrain. Il joue un rôle central dans la coordination entre la CIA et Fort Detrick, évaluant les retombées potentielles de chaque découverte. Gottlieb est convaincu que l'utilisation d'agents biologiques, qu'il s'agisse de poisons ou de pathogènes, représente un moyen supplémentaire de déstabiliser l'adversaire. À Fort Detrick, on trouve des officiers de la SOD qui travaillent directement sur la manipulation des microbes ou des toxines. Ces spécialistes, formés pour étudier la létalité, la propagation et la résistance de divers agents, entretiennent une relation étroite avec les scientifiques civils ou militaires qui travaillent déjà au sein du centre de recherche. Leur expertise est inestimable pour sélectionner les souches les plus virulentes ou identifier les dosages nécessaires à une action discrète. Ils se chargent aussi de mettre au point les techniques permettant de protéger l'opérateur qui manipule ces substances, car tout incident de laboratoire pourrait s'avérer catastrophique sur le plan humain et scientifique. L'agence elle-même, sous la direction d'Helen Dulles, puis plus tard de Richard Helms, valide l'existence de MK Naomi, même si elle n'en fait jamais état publiquement. Wikipédia.
Dulles, directeur de la CIA de 1953 à 1961, encourage l'exploration de toutes les voies possibles pour vaincre l'ennemi. Selon plusieurs témoignages, il aurait soutenu l'ensemble des programmes dits MK, dont MK Ultra et MK Naomi, persuadé que la supériorité américaine dépend de sa capacité à innover dans le domaine de l'espionnage et de la guerre secrète. Lorsque Richard Helms prend les rênes de l'agence, il hérite de ses programmes déjà bien établis. Helms choisit de poursuivre dans la même direction, en s'appuyant notamment sur des officiers spécialisés et sur la discrétion de Gottlieb. Les archives internes soulignent que la haute hiérarchie ne veut surtout pas attirer l'attention du Congrès ou de la presse, car l'opinion publique, en pleine guerre froide, reste sensible à la notion de sécurité et de défense, mais serait probablement choquée d'apprendre jusqu'où vont ces recherches. Avec le temps, Helms se trouve malgré tout confronté à des questions qui exigent du secret. Comment justifier la production et le stockage d'agents potentiellement massifs? Comment éviter les fuites d'informations? Et comment gérer le risque de scandale si la CIA venait à être associée à l'emploi illégal de ces toxines? Au fur et à mesure que MK Naomi progresse, la question de la conservation des documents devient sensible. Les responsables veulent garder une trace suffisante pour organiser et améliorer les recherches, mais ils craignent qu'une divulgation potentielle n'expose toute l'opération. Dès le début, on met en place un système de classification qui restreint l'accès aux seuls protagonistes directement impliqués. Les notes de recherche, les rapports d'expérience et les comptes rendus de réunion restent dans des coffres-forts sécurisés et seuls quelques hauts responsables ont l'autorisation de les consulter. À mesure que la technologie évolue, les tests se multiplient. Mise au point d'outils de dispersion, recherche sur la stabilité des agents en conditions réelles, vérification de la dose létale nécessaire pour atteindre un objectif spécifique. Les données collectées sont soigneusement consignées, mais elles ne circulent pas librement. Certains membres de la direction craignent tellement un scandale qu'ils encouragent la destruction régulière de certains dossiers, en particulier quand il s'agit de protocoles d'essais humains ou de manipulations délicates. C'est ainsi qu'une partie de la mémoire du programme se nuit elle-même, si bien que seuls quelques fragments émergeront plus tard, lorsque l'on tentera de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé. À l'extérieur de ces cercles, le public, tant américain qu'international, ne se doute de rien. Les tensions de la guerre froide alimentent déjà les discussions sur la menace nucléaire et les dangers de l'espionnage, mais la possibilité qu'un programme top secret d'armes biologiques se développe au cœur même des États-Unis n'est largement pas envisagée dans la conscience populaire. Les rares voix qui évoquent la possibilité d'expérimentation non éthique se heurtent à un mur de silence ou à la réputation de conspirationnisme. Dans la culture populaire, les menaces biologiques évoquent plutôt des scénarios de science-fiction ou des films catastrophes. Sur le plan diplomatique, les alliés occidentaux et l'OTAN se concentrent principalement sur la menace balistique. Les armes biologiques demeurent un sujet peu abordé officiellement, bien qu'il existe des traités internationaux énonçant des principes de limitation et d'interdiction. Cependant, au sommet de l'État, certains considèrent que cette discrétion est précisément la clé de l'efficacité. L'ennemi, occupé à se prémunir contre un conflit nucléaire majeur, pourrait être pris de court par une attaque invisible réalisée à l'aide de venins, de virus ou de bactéries. Dans le secret le plus total, des scientifiques et des responsables au sein de la CIA et de l'armée américaine conçoivent en ce moment un arsenal de substances nocives capables de s'attaquer à l'organisme humain ou animal de multiples façons. Les archives qui circulent discrètement mentionnent la présence de plusieurs pathogènes aux propriétés redoutables, comme l'anthrax, qui provoque des infections sévères, ou certaines formes d'encéphalite susceptibles d'inflammer le cerveau et de causer d'importants dysfonctionnements neurologiques. On y découvre aussi des agents capables de déclencher des infections respiratoires souvent mortelles, dont les symptômes semblent, à première vue, être liés à des maladies naturelles. Ce vaste éventail de germes ou de bactéries peut se révéler incroyablement utile pour qui cherche à éliminer un individu de façon indétectable, car les symptômes s'apparentent généralement à un problème médical spontané. À côté de ces vecteurs d'infection classiques, d'autres substances, encore plus spécifiques, rejoignent les stocks secrets. Les équipes qui travaillent sur le projet s'intéressent aux toxines pures, notamment la saxitoxine, qu'on trouve chez certains coquillages et qui agit rapidement sur le système nerveux, ou encore divers venins d'origine animale
pouvant provoquer une paralysie ou un arrêt cardiaque quasiment instantané. L'idée est de rassembler plusieurs options, chacune répondant à des besoins opérationnels précis. Si l'on envisage qu'un officier sur le terrain ait besoin d'incapaciter une cible à distance, un petit accessoire contenant une toxine puissante peut suffire. Si, en revanche, il s'agit de nuire à une population plus large ou d'influer sur le bétail d'une région ennemie, la stratégie implique de disséminer des pathogènes dans l'air pour qu'ils se propagent parmi les animaux ou contaminent des cultures agricoles essentielles. Les responsables insistent sur la nécessité de proposer un éventail d'armes biologiques et chimiques qui restent faciles à transporter et à mettre en œuvre tout en se fondant dans le décor. L'objectif dans tous les cas est de pouvoir provoquer des dommages considérables, voire définitifs, sans laisser de traces formelles et sans qu'un examen approfondi mène forcément aux véritables instigateurs. Parallèlement à la constitution de ces arsenals toxiques, on développe toute une gamme de gadgets qui facilitent la diffusion ou l'administration des poisons et agents biologiques. Des ingénieurs, en collaboration avec des chimistes, mettent au point des prototypes capables de vaporiser un nuage contaminant, parfois baptisé dispositif d'aérosolisation, afin de répandre une toxine dans l'environnement sans éveiller les soupçons. Un individu peut par exemple actionner l'appareil sous couvert d'une simple manœuvre, comme allumer un briquet ou déclencher un appareil photo, pour que la diffusion s'effectue de façon presque imperceptible. Les équipes de terrain sont entraînées à manipuler ces instruments de petite taille, souvent dissimulables dans une mallette ou un objet du quotidien, si bien qu'un opérateur peut déclencher une pulvérisation dans un lieu clos, un couloir ou un véhicule, sans attirer l'attention de personnes présentes. Dans le même esprit, des dispositifs portatifs identifiés sous divers noms de code, dont le M1 Dissemination Device, sont développés pour injecter, projeter ou émettre la dose requise de poison au moment opportun. L'intention est d'empêcher la cible de s'apercevoir qu'elle est en train d'être exposée à un agent potentiellement mortel. D'un point de vue opérationnel, ce type d'arme présente un atout inestimable. Il évite la confrontation directe, réduit les risques de poursuites légales et laisse souvent penser à une mort naturelle ou à un accident. Au milieu de ces inventions secrètes, le pistolet à fléchettes empoisonnées acquiert un statut quasi légendaire. Il est conçu pour propulser de minuscules projectiles contenant juste assez de toxines pour causer la mort ou provoquer une paralysie immédiate. La fléchette, particulièrement fine, pénètre discrètement la peau, parfois sans que la personne ciblée ne ressente une douleur aiguë. L'impact initial peut passer inaperçu, et la légère blessure qu'elle laisse s'avère si petite qu'un examen superficiel ne la révèle pas nécessairement. Les expérimentateurs testent plusieurs substances pour remplir ces fléchettes, dont des extraits de venin capables de figer rapidement les fonctions vitales ou bien des toxines, comme la saxitoxine, connue pour causer de graves problèmes neurologiques et cardiaques. L'administrateur de ce pistolet espère qu'une crise cardiaque d'apparence naturelle va ensuite tromper tout enquêteur pressé et que le décès ne suscitera pas de soupçons exagérés. Lors de démonstrations internes, on évalue aussi la possibilité d'utiliser des versions moins puissantes de ces fléchettes pour neutraliser des animaux de garde, comme des chiens, afin d'infiltrer un site sécurisé. Dans ces scénarios, les bêtes sont d'abord endormies par un produit anesthésiant, puis, une fois l'opération terminée, réveillées avec un antidote, de sorte que personne ne se doute d'une intrusion. Les documents qui subsistent, malgré de nombreuses destructions ordonnées en 1973, laissent deviner l'ampleur des expérimentations menées. Il est presque certain que nombre de résultats ont disparu dans les broyeurs ou dans les fours, puisque les dirigeants des projets sensibles, inquiets d'éventuelles enquêtes, font détruire un maximum de pièces compromettantes. Par conséquent, on ne dispose que de bribes d'informations, souvent issues de mémos épars. Parmi ceux-ci, on recense des échanges au sujet de tests grandeur nature sur la résistance des cultures agricoles à divers agents biochimiques menés sur des parcelles isolées. Selon un mémo daté de 1967, on explore au moins 3 techniques différentes pour altérer ou détruire des récoltes, allant de la pulvérisation aérienne d'agents pathogènes à l'introduction directe de bactéries dans le sol. D'autres expériences, d'après certains rapports fragmentaires, se concentrent sur l'effet de ces armes biologiques sur des espèces animales comme le bétail ou les chevaux, car l'idée est de saper la capacité d'un adversaire à mener des opérations militaires ou à subvenir aux besoins de sa population. Les animateurs du programme essaient également de comprendre le temps d'incubation, la vitesse de propagation et la fiabilité de chaque agent pour optimiser les stratégies de déploiement sur le terrain.
Cette politique d'expérimentation à grande échelle conduit à de nombreux soupçons et spéculations. Certains chercheurs et journalistes indépendants affirment que la Special Operations Division, qui participe activement au stockage et aux essais de ces toxines, pourrait être liée à des événements énigmatiques ayant causé des intoxications massives ou des comportements étranges au sein de populations civiles. Parmi les récits les plus souvent évoqués, le cas d'un mystérieux incident dans un village français, Pont-Saint-Esprit, suscite beaucoup de débats. Là-bas, en 1951, plusieurs habitants sont frappés d'hallucinations et de comportements violents, que certains interprètent comme le résultat d'un empoisonnement délibéré. Les hypothèses vont d'une contamination accidentelle de farine au seigle à une expérience secrète, et l'ombre de programmes tels que MK Naomi plane sur cette affaire. Les historiens, toutefois, demeurent divisés et soulignent que les preuves reliant cet épisode à la CIA ou à l'armée américaine restent très minces et notoirement difficiles à établir. Le flou est encore plus important lorsqu'il s'agit de déterminer quelles unités et quels départements exacts interviennent, car la hiérarchie cloisonne délibérément l'ensemble pour compartimenter l'information. En novembre 1969, le président américain Richard Nixon, en poste depuis janvier de la même année, annonce officiellement que les États-Unis mettent un terme à leurs recherches et programmes offensifs de guerre biologique. Il déclare qu'il est contraire au principe de la nation de maintenir une telle capacité et demande la destruction immédiate de tous les stocks existants. L'annonce, faite le 25 novembre, surprend à la fois certains membres de la communauté du renseignement et nombre d'experts militaires habitués à ces opérations discrètes. Dans le contexte tendu de la guerre froide, où l'on redoute encore une attaque soviétique non conventionnelle, cette décision représente un virage radical et suscite une certaine méfiance dans les milieux du renseignement. Au sein de la CIA, plusieurs responsables s'interrogent sur la portée exacte de l'ordre présidentiel et sur les conséquences concrètes d'une telle interdiction. Beaucoup craignent que le démantèlement de ces activités ne prive l'agence de moyens jugés vitaux pour des opérations clandestines. Malgré tout, la directive de la Maison-Blanche, accompagnée d'engagements publics internationaux, est généralement considérée comme un signal fort de la volonté américaine de réduire les risques de prolifération d'armes biologiques. Au début de l'année suivante, le 14 février 1970, Nixon concrétise son engagement en étendant l'interdiction, cette fois aux toxines particulières qui ne relèvent pas forcément du cadre traditionnel de la guerre biologique. Cet ordre présidentiel stipule que même les substances naturelles, comme le venin de certains animaux, doivent être détruites ou retirées des arsenaux destinés à des actions offensives. Le programme MK Naomi, qui est l'un des volets les plus secrets de la CIA pour la mise au point et la gestion de ces dizaines d'agents toxiques, se retrouve alors officiellement condamné à la fermeture. Le gouvernement exige la dissolution rapide de ce dispositif clandestin et la destruction de tout agent restant dans les entrepôts de l'armée ou de l'agence. Pour une partie de l'opinion publique, cette rupture avec le passé clandestin s'aligne sur le besoin de transparence et sur l'idée que les États-Unis doivent se conformer à des normes éthiques plus strictes en matière de recherche et de développement d'armes non conventionnelles. Dans l'ombre, cependant, certains individus au sein de la CIA estiment qu'il serait dangereux de renoncer totalement à ce type de capacité. Ils considèrent que garder une réserve d'agents biologiques ou de toxines extrêmement puissants peut représenter un dernier recours pour des scénarios très particuliers, qu'il s'agisse d'élimination ciblée ou de sabotage discret. De fait, malgré les déclarations de Nixon et les nouvelles lois encadrant la destruction de ces programmes, un petit groupe de responsables et de scientifiques ne suit pas à la lettre l'ordre présidentiel. Dans une atmosphère où la dissimulation est presque la norme, quelques stocks sont clandestinement préservés en marge des procédures officielles de destruction. Les documents ultérieurs révèlent qu'environ 11 grammes de saxitoxine, une toxine marine d'une redoutable efficacité, et une quantité non négligeable de venin de cobra sont discrètement transférés depuis Fort Detrick vers un laboratoire plus discret. Cette installation, située dans les environs de Washington, est loin des contrôles habituels de l'armée et de l'inspection régulière du Pentagone. La situation se métamorphose brutalement au milieu des années 1970. Lorsque l'opinion publique américaine prend conscience de nombreux abus commis par les services secrets. Dans le sillage du scandale du Watergate,
qui éclabousse la présidence Nixon, les élus du Congrès réclament davantage de transparence et de contrôle sur les activités clandestines de la CIA. Des révélations successives concernant la surveillance illégale d'opposants politiques, l'infiltration de mouvements sociaux ou encore la planification d'opérations d'assassinat ciblés ont semé le doute dans l'esprit des citoyens et des législateurs. Sur la pression de plusieurs sénateurs, dont Frank Church, une commission spéciale voit le jour en 1975 pour examiner les pratiques des agences de renseignement. Cette instance, rapidement surnommée Commission Church, d'après son président, se lance dans une vaste enquête visant à faire la lumière sur toutes les activités suspectes de la CIA et d'autres services secrets, y compris les programmes liés aux armes biologiques et chimiques. La révélation la plus frappante, qui donne un visage concret à ce programme clandestin, se produit lorsque des membres de la commission découvrent l'existence d'un pistolet à fléchettes empoisonné. Ce dispositif, qui semble tout droit sorti d'un roman d'espionnage, est conçu pour tirer de petites fléchettes enduites de toxines. Au moment de l'impact, la victime peut succomber à un arrêt cardiaque qui n'est pas immédiatement attribuable à une attaque. Présenté en plein Sénat pour illustrer la nature des armes développées dans le cadre de MK Naomi, il devient le symbole de l'ingéniosité glaçante des laboratoires secrets de la CIA. L'objet, qu'on dirait fabriqué pour un film hollywoodien, fait la une des journaux et sème la consternation, car il confirme qu'il existe bel et bien des outils mortels destinés à des assassinats ciblés, contraires aux déclarations officielles depuis déjà plusieurs années. Face à la pression grandissante, Sidney Gottlieb, anciennement responsable des programmes chimiques et biologiques de la CIA, accepte de témoigner devant les sénateurs. Il obtient une immunité partielle afin de s'exprimer librement et ne pas s'incriminer lui-même. Toutefois, son témoignage, particulièrement attendu, déçoit une partie de la commission. Gottlieb reste évasif, évoque la nécessité d'agir dans le cadre de la guerre froide et souligne la pratique courante de détruire les documents pour des raisons de sécurité. Il admet que lui et d'autres avaient effectivement des responsabilités dans la gestion d'armes non conventionnelles, mais il minimise l'ampleur de la menace et soutient que ces toxines n'ont jamais été utilisées à grande échelle. Pour beaucoup de sénateurs, ce discours paraît soigneusement calibré pour éviter un scandale encore plus grand. Certains soupçonnent que bien d'autres informations restent cachées ou ont été détruites avant que la commission ne puisse y avoir accès. Au fil des auditions, la commission Church élargit son enquête et découvre qu'un nombre important d'archives a été détruit dès 1973, probablement sur ordre de Gottlieb et d'autres officiers supérieurs de la CIA. Les références précises à des opérations, à des tests ou à la logistique exacte de MK Naomi disparaissent ainsi des registres officiels, rendant très difficile la reconstitution complète de l'histoire du programme. Les sénateurs insistent alors sur la nécessité de créer des cadres de contrôle plus stricts pour éviter que de telles dérives ne se reproduisent. Ils pointent urgence de réformer les mécanismes de surveillance des agences de renseignement pour s'assurer que la parole présidentielle et la loi ne puissent plus jamais être contournées aussi aisément.